Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais donc une vidéo sur la dernière partie du programme des Terminal ES. Donc, c'est un mini chapitre qui s'appelle échantillonnage. Donc, ça vient du mot échantillon. On va voir ce que c'est par la suite. Donc, j'ai partagé le travail en trois parties. Donc, la première, ce sera des rappels de ce que vous êtes censé avoir fait en première. Pardon, j'ai cliqué. Puis deux parties, donc restantes 2 et 3, qui vont parler de deux intervalles. Donc un intervalle qui s'appelle intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Puis la troisième partie, c'est intervalle de confiance, pareil, au seuil de 95%. Allez, c'est parti, on va commencer par les rappels. Donc ça sera sous forme plutôt d'exercice. Donc ça, j'ai rappelé quand même la définition de ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc je vais rappeler comment trouver cet intervalle et à quoi il sert, si vous voulez. Bon, les mots ont l'air compliqués, intervalle de fluctuation au seuil de 95%, surtout pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Bon, le mot intervalle, vous le connaissez, c'est un intervalle de réel, bah, ça sera le cas ici, heureusement. Donc, ça, par exemple, j'en sais rien, l'intervalle 5-10, l'intervalle moins l'infini 7, etc. D'accord? Donc, ce sera un intervalle de nombre réel. Vient ensuite le mot fluctuation, donc quelque chose qui fluctue, donc ça vient du verbe fluctuer, donc varier. D'accord? Et au seuil de 95%, ça on le verra par la suite. D'accord? Je vous donne quand même un exemple. Si vous prenez une pièce de monnaie, vous la lancez, donc vous avez le choix soit de tomber sur pile, soit de tomber sur face. Donc on n'a pas d'autre possibilité. Et donc si je vous demande la probabilité de tomber sur pile ou la probabilité de tomber sur face, vous me direz 0,5. Donc une chance sur deux, donc c'est 0,5. Mais si je vous demande de prendre une pièce et de la lancer par exemple 10 fois, est-ce que vous allez est-ce que vous êtes sûr de tomber 5 fois sur pile, 5 fois sur face? Alors pourquoi je dis 5 fois, 5 fois? Parce que la probabilité, normalement, c'est une chance sur deux. Mais est-ce que si en lançant 10 fois une pièce de monnaie, je tomberai sûrement sur 5 fois pile, 5 fois face? Ben non. Donc ça dépendra des cas. Des fois, je pourrais tomber que sur des piles, ou que sur des faces, ou 3 fois pile, et 7 fois face, etc. Vous voyez? Donc ce qu'on appelle une chance sur deux, ça s'appelle une probabilité théorique. Mais dans la vraie vie, quand on va lancer, si vous voulez, on ne va pas tomber sur 5 fois sur pile ou 5 fois sur face. Ça sera peut-être du 8-2, du 1-9, vous voyez, 10-0, 3-7, etc. 4-6. On peut tomber sur 5-5, mais c'est rare. Pour ça, on dit fluctuation. Donc les résultats pour nous vont fluctuer. Donc quand on va faire des prélèvements, on va faire, je ne sais pas, un tirage, etc., un certain nombre de fois, bah, les résultats vont fluctuer. Et on va, comment dire, stocker ces résultats dans un intervalle. Et le nom, on va le donner, enfin, on va l'appeler intervalle de fluctuation. Alors, au seuil de 95%, je reviendrai dessus plus tard. Bon, la définition a l'air compliquée pour l'instant. On va l'expliquer avec un exemple. C'est un exercice de première. D'accord? Donc, pour l'instant, ça, je laisse de côté. C'est parti pour l'exemple. Donc, dans un supermarché, on nous dit 70% des produits qui sont mis en vente respectent les normes d'étiquetage. Ça veut dire qu'ils sont bien étiquetés, si vous préférez. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, certains produits, enfin, on arrive en caisse, ils ne sont pas bien étiquetés. Enfin, il n'y a pas le bon prix, par exemple. Vous voyez? Et donc là, on nous dit dans ce supermarché, 70% des produits sont bien étiquetés. Alors, du coup, on va vérifier ces résultats. Donc, dans un chariot de plusieurs clients, donc on prélève au hasard 100 produits. Et donc ça, c'est important, ce nombre 100, parce qu'après, on va lui donner un nom. Bah, je vais commencer dès maintenant. Donc, ce que je fais ici, c'est que je ne vais pas vérifier tous les produits du supermarché. Il y a des milliers, voire peut-être des millions, j'en sais rien. Donc, on va prendre un échantillon. Donc, une petite quantité, si vous voulez. Donc, ici, je prends un échantillon de taille 100. Donc, un échantillon, c'est comme quand vous allez dans des magasins de parfums, etc. Donc, vous n'allez pas vider tout le parfum pour le sentir. Donc, vous prenez un petit échantillon, vous faites un pchit et c'est bon. Vous voyez? Bah, c'est à peu près la même chose. Donc, je ne vais pas vérifier tous les produits. Je vais prendre 100 produits, par exemple, ou 1000 ou 500, peu importe. Donc, je prends un certain nombre. Donc, ça sera un certain échantillon. Comme ici, la taille fait 100. Et je vais vérifier si ces produits sont bien étiquetés ou non. Alors, je vais appeler x le nombre d'articles. Donc, ça sera notre variable aléatoire. Bon, j'ai mis x100 pour dire que ce sera la variable pour 100 produits. Donc si j'avais mis par exemple 500, j'aurais mis ici 500. Si j'avais pris 1000 produits, j'aurais mis ici 1000, etc. Bon, c'est juste un nom, je l'appelle x100. J'aurais pu juste l'appeler x, mais pour faire la différence,
avec le nombre de produits qu'on a pris ici. Donc c'est le nombre d'articles bien étiquetés lors de ce prélèvement. Donc sur les 100 produits, il y aura, j'en sais rien, je dirais par exemple 70. Il y aura peut-être 65, 63, 20, peu importe. Vous voyez, donc X, ça sera ce nombre d'articles bien étiquetés. Et F100, donc c'est notre variable aléatoire. Par contre, elle correspond à la proportion correspondante pour ces 100 articles. En gros, si par exemple j'ai sur les 100, j'en ai, je sais pas moi, 80 qui sont bien étiquetés, X, ça sera égal à 80, mais F, ça sera égal à 80 divisé par 100. Donc c'est la proportion, c'est la fréquence qui correspond à ces articles bien étiquetés. D'accord? Alors le but de cet exemple, c'est de déterminer ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc c'est parti, je vais rappeler donc la partie de cours, mais juste avant, je vais vous faire remarquer un truc. Bon, si vous ne le voyez pas, c'est pas très grave. Donc ce X100, ce nombre d'articles bien étiquetés, suit la loi binomiale de paramètres NP. P c'est 0,7, N c'est 100. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand je vais prélever des produits au hasard, donc si je prends un produit, donc suivez la petite flèche, soit le produit il est bien étiqueté, première branche, soit il n'est pas bien étiqueté. Ça vous rappelle quelque chose normalement, ce type de branche-là, ce type d'arbre-là. Donc soit il est bien étiqueté, succès, soit il n'est pas bien étiqueté, échec. Et donc c'est une épreuve de Bernoulli qu'on va répéter 100 fois dans cet exemple-là, d'une manière indépendante. De la même manière, identique et indépendante. Et donc X, comme c'est le nombre d'articles bien étiquetés, comme X, si vous voulez, c'est le nombre de succès, on dit que X suit la loi binomiale de paramètres N égale 100 et P égale 0,7. Bon, ça, c'est un petit rappel de la loi binomiale. Si vous ne le voyez pas, c'est pas très grave. Et donc, le but, c'est de chercher cet intervalle. Donc, pour ça, on s'aide de cette table-là, donc que j'ai obtenue grâce à la calculatrice. Donc, c'est la table de la loi binomiale pour n égale 100, p égale 0,7. On va essayer de la comprendre. C'est quoi cette table-là? Par exemple, la probabilité d'avoir 60 articles bien étiquetés est de 0,02 environ. La probabilité d'obtenir 61 bons articles, enfin articles bien étiquetés, est de 0,033, etc. La probabilité d'obtenir 73 articles bien étiquetés est de 0,766 environ, etc. Et donc cette table-là en première, c'était donné, où on apprenait à la chercher à la calculatrice. Bon, c'est pas très compliqué ça à trouver, ok? Mais c'est pas le plus important. Et le but, encore, je rappelle, donc c'est de chercher cet intervalle de fluctuation. Du coup, là, on aura besoin du cours que j'ai juste montré en tout début de cette vidéo. Et donc, j'ai pris la partie qui nous intéresse le plus de cette définition. Je vous invite à aller la voir. Donc, l'intervalle recherché a cette forme-là. Donc, c'est un nombre A divisé par N, un nombre B divisé par N. N, on le connaît. N, c'est 100. D'accord? Et donc, il faudra trouver le A et le B. Donc heureusement, on sait comment les trouver. Donc A, c'est le plus petit entier tel que P de X inférieur ou égal à A est supérieur à 0,025. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vais chercher la probabilité, la première probabilité qui est supérieure strictement à 0,025. Donc je vais parcourir ma table, mon tableau, et je vais chercher la première probabilité qui dépasse 0,025. Allez, c'est parti, vous regardez bien, elles sont classées dans l'ordre, les probabilités, elles sont dans un ordre croissant. Et donc ici, par exemple, je commence par la première probabilité, c'est 0,021 environ. Est-ce que c'est supérieur à 0,025? Non. Donc je continue, je prends la suivante, 0,003. C'est déjà plus grand que 0,02, vous voyez? Donc déjà là, on a trouvé la première probabilité qui est supérieure à 0,025. Une fois on a trouvé cette probabilité dans la table, on a A. A, ça va correspondre au nombre qui donne cette probabilité-là. Donc A pour nous, ça sera 61. Donc plus tard dans notre intervalle, on mettra 61 divisé par 100. 61 divisé par 100, ça fait 61% par exemple. Et de la même manière, je vais chercher B. Pour trouver B, c'est pareil, c'est le plus petit entier tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à B, cette fois est supérieur ou égal à 0,975. En d'autres termes, je vais chercher la première probabilité dans ma table qui est supérieure ou égale à cette valeur-là. Et donc dans le tableau, si vous regardez bien, tout ça c'est inférieur, tout ça c'est inférieur. J'arrive ici, c'est presque le cas, mais c'est pas encore le cas. Par contre, la probabilité suivante, elle est supérieure à 0,975. Et donc, ça va correspondre à B égale 79.
Et donc, dans mon intervalle, la borne supérieure, ce sera 79 divisé par n, donc 79 divisé par 100. Et 79 divisé par 100, ça fait 79%. Alors, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vous donne la conclusion. Donc, dans au moins 95% des cas, le prélèvement dans les chariots va contenir ou contiendra entre 61% et 79% d'articles correctement étiquetés. Vous voyez, c'est comme cette histoire de pile ou face. Si je tire 10 fois, je vais peut-être avoir 4 fois face et 10 fois pile. Bah ici, si je prélève 100 fois, je ne vais pas avoir 70% exactement, mais je vais avoir entre 61% et 79% pardon, d'articles bien étiquetés. Vous voyez, donc, parce que eux, ils nous annoncent, enfin, on nous dit dans ce supermarché, il y a 70% des produits qui sont bien étiquetés. Donc là, c'est une proportion qui donne, comme pour nous, la proportion d'avoir pile, qui est de 0,5, de 50%. Mais sauf que quand on va jouer 10 fois, 100 fois, peu importe, on ne va pas avoir exactement 50%. On va avoir des valeurs qui sont proches de 50%. Vous voyez, peut-être 40%, 60%, j'en sais rien. Mais ça ne sera pas exactement 50%. On peut l'avoir si vraiment on est chanceux. Vous voyez? Et donc, pour cet exemple-là, on nous annonce la proportion de 70%. Et donc, nous, on va tester sur 100 articles, sur 100 produits. Donc, on a fait notre travail. Et donc, on est sûr à 95% que les chariots vont contenir entre 61% et 79% d'articles correctement étiquetés. D'ailleurs, j'ai parlé des 95%. Donc, quand je dis intervalle de fluctuation au seuil de 95%, ça veut dire que nos résultats sont corrects à 95%, sont vérifiables à 95%. D'accord? Donc, dans 95% des cas, on sera là-dedans, entre ça et ça. Et donc, notre intervalle de fluctuation, c'est l'intervalle 61%, 79%. Bon, c'était un petit avant-goût. C'était comme ça qu'on travaillait en première. Donc, nous, cette année, notre intervalle, c'est presque le même. On va juste apporter un peu plus de précision avec ce mot asymptotique. Donc l'intervalle va s'appeler intervalle de fluctuation asymptotique et pareil, nos résultats seront sûrs à 95%. D'accord? Alors il y a le mot asymptotique, c'est pour dire, si vous voulez, un intervalle plus précis, c'est tout. D'accord? Mais ça dépendra aussi de n, on verra tout ça. Alors le cours, mes élèves, ils l'ont, donc on peut les copier. Donc moi, j'ai plus travaillé sur des exemples. Donc supposons donc qu'en France, on nous annonce ça, enfin en 2010, on nous a annoncé ça, il me semble. Donc supposons qu'on a l'affirmation suivante. Donc on nous dit le taux de chômage en France s'élevait à 9,7% de la population active en 2010. Vous voyez, les 9,7%, ça ressemble aux 70% du supermarché, ça ressemble aux 50% de pile ou face. Donc c'est un truc qu'on vous annonce. D'accord? Bon, je ne vais pas répondre tout de suite à ça. Et donc je vais juste dire que dans ce paragraphe, dans ce grand 2, on va vérifier si ce type d'affirmation, on peut l'accepter, si on peut dire si c'est vrai ou non sur une population étudiée. Donc par exemple, à la télé, j'en sais rien, ils vous parlent d'un produit miracle qui permettrait par exemple d'arrêter de fumer, et on nous dit, j'en sais rien moi, par exemple, 60% des gens qui l'ont essayé ont réussi, ou 80% des gens qui l'ont essayé ont réussi. Je dis ça comme un exemple. Et donc le but de ce paragraphe, c'est de dire si ce type d'affirmation est accepté ou rejeté. Vous voyez? Alors notre intervalle, par contre, cette fois, il est un tout petit peu plus compliqué que celui de la première. Donc sa forme est la suivante. Donc il y a la première borne, le premier nombre. Pour le calculer, il nous faut ce P, il nous faut ce N. On va voir qui est N, qui est P. Puis la même chose de ce côté, mais regardez bien la différence, c'est que là il y a un signe moins, là il y a un signe plus. D'accord? Bon, il a l'air de faire peur, mais on va voir que c'est pas le cas. Hein. C'est juste, du moment qu'on a P, N, tout le reste ça sera facile, calculatrice et c'est parti. D'accord? Donc ça c'est vraiment sa forme, il fait un peu peur, mais bon, vous allez voir que c'est pas le cas. Par contre, pour pouvoir calculer cet intervalle de fluctuation asymptotique, pour pouvoir trouver les bornes ici, pour que les résultats soient raisonnables, par exemple, on ne va pas tester sur 30 personnes, on va pas tester sur 5 personnes, sur 6 personnes. Comme tout à l'heure dans les chariots, je ne vais pas prendre 5 produits et dire que c'est bon, si les 5 produits sont bien étiquetés, donc les résultats sont sûrs à 100%. Vous voyez, non.
Donc c'est mieux d'avoir des critères d'approximation. Donc par exemple, pour être bien approché, pour que nos résultats soient presque sûrs à 95%, c'est mieux qu'on ait un nombre d'échantillons supérieur ou égal à 30 et que P fois N soit supérieur à 5, N fois 1 moins P soit supérieur ou égal à 5 aussi. Bon, ça a l'air compliqué pour l'instant. On y reviendra sous forme d'un exemple. Et donc ces trois critères, à chaque fois, on va les vérifier plus tard. Donc c'est parti, je vous donne un exemple. On va mieux comprendre tout ça, là, tout ce blablatage ici. Ok. Alors je reprends le premier exemple qu'on a eu, donc avec n égale 100 p égale 0,7, le truc du chariot là, enfin le supermarché, d'accord. Et on nous demande donc de vérifier les critères d'approximation. Donc ici on nous donne n et p, les critères d'approximation c'est les trois points ici en rouge. Donc on va vérifier que n est plus grand que 3, que n fois p est plus grand que 5, que n fois 1 moins p est plus grand que 5. C'est parti. Donc nous on a n égale 100, 100 c'est plus grand que 30, donc le premier critère est réglé. Deuxième critère, si je fais n fois p, donc je vais faire 100 fois 0,7, vérifier, ça fait 70, et 70 c'est plus grand que 5 aussi. Pareil, je vais faire n fois 1 moins p, donc 100 fois 1 moins 0,7, 1 moins 0,7 ça fait 0,3, 100 fois 0,3 ça fait 30, et 30 c'est supérieur à 5. Donc c'est comme ça qu'on vérifie les critères d'approximation. Donc dès qu'on a n et p, c'est réglé, c'est facile. D'accord? Une fois on a vérifié les critères, ça veut dire on peut avoir nos résultats au seuil de 95%. Donc on pourra faire les bornes de l'intervalle. Donc je rappelle l'intervalle. Pour nous, P c'est 0,7 et N c'est 100. Donc partout ici, je vais remplacer N et P par... Donc là, je commence par N déjà. Le N, je vais mettre à 100. Donc partout que j'ai N, je vais mettre 100. Puis partout que j'ai P, je vais mettre 0,7. Ok, alors j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé 0,61, 0,79. Je vais le faire avec vous sur la calculatrice. Comme ça, je vous dis que... Alors, j'agrandis un peu. Alors, je mets sur la Casio, par exemple. Je suis ici. C'était les anciens calculs. Comment on efface tout ça? Non, je sais même plus. Si, c'est là. Delete all. F6 pour tout effacer. C'est parti. On va par exemple calculer cette borne-là. Je vais faire 0,7, moins 1,96, fois tout ça. Vous voyez, il y a pas mal d'opérations. Il y a le moins, il y a la division, il y a la racine carrée, il y a le fois et l'autre moins, etc. Alors moi, je vous conseille de commencer par, sauf si vous avez une bonne calculatrice, peut-être celle-là elle le fait, j'en sais rien. Ah si, si vous avez cette touche-là, vous pouvez faire le haut tout seul, le bas tout seul. Alors moi, je vais faire vraiment à l'ancienne, on va dire. Donc je vais calculer d'abord ce que j'ai ici, racine carrée de ça. Donc je vais faire, et la racine carrée elle est là. Sous la racine carrée, je vais faire 0,7 fois 1 moins 0,7. Alors pour vous faciliter le calcul, vous faites par exemple 1 moins 0,7. Si vous n'arrivez pas de tête, vous le faites à la calculette, mais 1 moins 0,7, ça fait 0,3. Donc ici, je vais avoir 0,7 fois 0,3. Donc 0,7 fois 0,3. Entrée. Je divise la réponse, donc celle-là, par racine de 100. Et racine de 100, ça fait 10. Bon, si vous ne le savez pas, vous mettez racine de 100, c'est pas grave. Entrée. Donc cette partie-là, les deux racines carrées, c'est réglé. C'est la partie où on peut faire des erreurs. Donc on va la multiplier par moins 1,96, donc fois moins 1,96 égale. Donc cette partie-là, y compris le signe moins, tout ça là fait moins 0,0898, etc. Et donc je dois ajouter 0,7, donc plus 0,7. Et donc cette borne gauche, elle fait environ 0,61. D'accord? Et de la même manière, on va faire cette partie-là. Donc je vais faire ça, fois cette fois 1,96, parce qu'il y a le plus, et j'ajoute le 0,7. D'accord? Donc voici les résultats que j'ai trouvés. Donc 0,61, 0,79. Donc c'était les mêmes résultats que tout à l'heure. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on a les mêmes valeurs. D'accord? Donc par contre, si j'avais pris un n plus grand, j'aurais trouvé des valeurs un peu plus précises que ça. D'accord? Donc là, on a trouvé que le prélèvement dans les chariots fournira entre 61 et 79%, parce que j'ai trouvé 0,61, 0,79. Donc ça, c'est comment calculer
donc les bornes de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc il suffit qu'on a n et p. Après, c'est juste vous remplacer n et p par leur valeur et vous calculez. D'accord? Donc c'est pas la partie la plus intéressante, je dirais. Donc ça, c'est juste comment trouver l'intervalle. Parce que nous, après, on aimerait bien remettre en cause ou pas l'affirmation, par exemple, de ce supermarché ou une certaine publicité, etc. Et donc, ce sera la deuxième partie du enfin, ça sera le deuxième sous-paragraphe. Donc, je me donne tout ça. Donc, on a P, on a l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc, on suppose que ça, on l'a déjà calculé, qu'on a P, N. Et donc, on va voir à partir de là ce qu'on en fait de cet intervalle. Donc, on suppose qu'on a P, qu'on a IN, donc on a l'intervalle de fluctuation asymptotique, on l'a calculé. Puis, on va voir un échantillon de taille N. Donc, par exemple, je vais aller voir 100 personnes, je vais leur dire est-ce que vous avez arrêté de fumer grâce à ce produit-là? Et donc, les gens, ils vont me dire oui ou non si le produit a fonctionné sur eux. Vous voyez? Et donc, en posant ces questions aux gens, je vais pouvoir calculer ce que j'appelle la fréquence observée. D'accord? Admettons sur 100 personnes, il y en a, j'en sais rien moi, 60, ils me disent oui, j'ai réussi à arrêter. Et donc ça me fait une fréquence de 60 divisé par 100. Vous voyez, 0,6 ou 60%. Et donc, c'est cette propriété plus tard qui va nous dire si on peut accepter ou non l'hypothèse. Donc si cette fréquence appartient à notre intervalle, on dit qu'on peut accepter donc l'hypothèse ou l'affirmation ou la publicité, peu importe le nom. Par contre, dans 95% des cas, donc on est sur des résultats à 95%. Si la fréquence n'est pas dans cet intervalle, on peut dire qu'on peut rejeter cette hypothèse, bien sûr avec le risque de 5%, parce qu'on est sûr à 95%. Je vais donner un exemple, ce sera mieux. Alors, je reviens à cette histoire de taux de chômage en France en 2010. Donc, on nous affirme ceci, par exemple, à la télé. D'accord? Donc, moi, de mon côté, j'aimerais bien vérifier si ça marche sur une certaine ville. Donc, dans ma ville, par exemple, je vais au marché et je vais interroger 100 personnes. D'accord? Sur ces 100 personnes, il y en a 15, ils me disent qu'elles sont au chômage, alors qu'elles étaient actives, par exemple, en 2010. D'accord? Enfin, pardon, elles sont au chômage, et donc, je parle bien sûr en 2010. Hein, vraiment, on essaie par contre de respecter ce qu'on a dans l'affirmation. Donc, on suppose qu'on a fait ça en 2010, etc. Ok? Alors, 15 personnes, je disais, elles affirment qu'elles sont au chômage, et donc le but de cet exemple, c'est de dire si cette affirmation est valable pour cette ville, donc si on peut l'accepter ou non. Donc, la méthode est la suivante. Ça va donc se couper en 4 parties, on va dire. Donc on verra que les deux dernières, c'est presque la même. Donc la première question, c'est de vérifier les critères d'approximation. Donc si n est supérieur à 30, il faut toujours vérifier auprès de un nombre supérieur à 30. Donc nous, n, c'est 100 personnes, donc c'est supérieur à 30, ça marche. Alors par contre, qui est P pour nous? P, c'est la proportion qu'on affirme. P, c'est le truc qu'on croit être vrai à chaque fois. Comme pour pile ou face, les 50%. C'est ça qu'on aimerait vérifier. Vous voyez? Donc là, l'affirmation, c'est que on nous donne une proportion de 9,7%. C'est toujours le truc qu'on affirme qu'on va vérifier. C'est ça P. D'accord? Et N, ça sera la taille de l'échantillon. C'est comme ça qu'on travaillera dans ce chapitre-là. Donc une fois qu'on a donc, les critères d'approximation vérifiés, on va déterminer les bandes de l'intervalle de fluctuation asymptotique, calculer la fréquence de chômeurs observés, etc. Puis dire si l'hypothèse est acceptée ou rejetée. C'est parti. Donc je vous détaille la méthode. Donc on commence par identifier N et P. Donc comme je le disais, N c'est le nombre de personnes interrogées, c'est 100. P c'est la proportion proposée, c'est celle-ci. 9,7%, c'est-à-dire 9,7 divisé par 100, faites-le. 9,7 divisé par 100, ça fait 0,097. Je commence par la première question, les critères d'approximation. Ils sont là, vérifiez-les, faites pause, vérifiez les calculs, je vous attends. Enfin, moi je n'attendrai pas par contre. Vous faites pause, moi je passe à la suite. Enfin, j'ai l'habitude de dire ça à mes élèves en classe, que je les attends le temps qu'ils vérifient les calculs. Donc, les critères étant vérifiés, on peut calculer les bandes de l'intervalle. Donc, pareil, bon, ici, j'ai pas détaillé. Je vais peut-être faire un exemple quand même devant vous. On va effacer tout ça.
F6. Alors, on va calculer, par exemple, la première borne, celle de gauche, celle-là, avec n égale 100 et p égale 0,097. Je vais commencer comme tout à l'heure avec les racines carrées. Donc, racine carrée, p, c'est 0,097. Il ne faut pas oublier les zéros, il faut mettre le bon nombre, fois. Alors, soit vous savez faire 1 moins 0,097 qui fait 0,903, ou sinon, bon, c'est pas grave. Je vais le mettre avec les parenthèses, 0,097. Je ferme la parenthèse. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est cette racine carrée, p fois 1 moins p. Ok, je fais entrer, je vérifie quand même que j'ai bien le bon nombre de zéros. Je divise ça par racine carrée de n, racine carrée de 100. Bon, racine carrée de 100, c'est 10. Donc là, j'ai fait la racine divisée par la racine. Je vais multiplier par moins 1,96. Donc fois moins 1,96. C'est ça la formule. Hein. Puis j'ajoute ma proportion P. P, c'est 0,097. Donc 0,097. Donc ça fait environ 0,0389. Moi j'ai arrondi à combien? Ah bah voilà. Au millième, donc 0,039 environ. D'accord? Donc pareil pour la borne supérieure. Je vous laisse tester tout ça. La réponse est là. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on comprend? Enfin pour l'instant, bon, je laisse l'intervalle comme il est. On verra plus tard, on va expliquer tout ça à la fin. Alors ensuite, la question 3, c'était la fréquence observée. Alors ça veut dire quoi, la fréquence observée? Donc quand je suis allé voir les 100 personnes qui sont là, on a dit on a 15 qui sont au chômage. C'est ça que j'observe, en fait. C'est ce que j'obtiens moi en tant que résultat. Donc ici, on s'en fiche, si vous voulez, de l'affirmation, de la publicité. La publicité, on s'en fiche pour l'instant, on va la laisser de côté. Donc on l'a utilisé là, c'est le P égale à 0,097. Donc nous, de notre côté, sur les 100 personnes, on a observé 15 qui sont au chômage. Donc je fais 15 divisé par n, 15 divisé par 100, ça fait 0,15. Donc ça, c'est ma fréquence à moi, celle que j'ai observée dans le supermarché, non, dans le marché de la ville, pardon. Et on va maintenant voir si cette fréquence, elle est oui ou non dans l'intervalle. Donc si elle est dedans, on peut accepter cette proposition. Si elle n'est pas dedans, on ne peut pas accepter. Donc on vérifie bien que 0,15, il est compris entre les deux nombres. Il appartient bien à cet intervalle-là. Donc regardez bien. D'accord? Et comme il appartient, on peut dire que l'affirmation est acceptée avec un niveau de confiance de 95%. Donc on est sûr à 95% que notre fréquence est là-dedans, et donc l'affirmation, elle a fonctionné pour cette ville-là. Donc on peut accepter cette affirmation pour cette ville, et on peut aller vérifier dans d'autres villes, etc. Ok? C'est comme ça que ça va marcher, et donc là, ça sera si vous voulez, le grand 1, on l'a fini. Donc ce qu'il faudra retenir là-dedans, il faut identifier dans l'énoncé N et P. Donc N, ça sera toujours la taille de l'échantillon. P, ce sera la probabilité, enfin la proportion annoncée. D'accord? Alors pour pouvoir vérifier les résultats, enfin vérifier cette hypothèse justement de P, il faudra commencer par faire les trois critères qui sont là. Il faut que N soit supérieur ou égal à 30, N fois P supérieur ou égal à 5, N fois 1 moins P soit supérieur ou égal à 5 aussi. Dès que les critères sont vérifiés, vous calculez les bornes de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc la formule est un peu longue, mais bon, vous êtes en terminale, vous êtes grand, vous savez remplacer N et P par des nombres. Une fois on a l'intervalle, on calcule la fréquence observée, qui correspond au nombre de personnes que j'ai vues moi, divisé par le total. Par exemple, ici dans cet exemple, c'était de 15 sur 100. D'accord? Puis, je vérifie si ce résultat de f est dans l'intervalle. Donc si j'obtiens f, un nombre compris dans cet intervalle-là, enfin qui appartient à cet intervalle-là, je dis qu'on accepte l'affirmation, ou la publicité, ou peu importe, le slogan publicitaire, ou peu importe. D'accord? Je vous donnerai des exercices à faire, vous verrez que ça va être le même principe. Si f par contre n'appartient pas à cet intervalle, on dira que l'affirmation est rejetée, par exemple dans cette ville-là, ça n'a pas marché. Voilà pour cette partie. Et on passe au grand 3. Cette fois, on va faire une estimation, on va parler d'estimation et intervalle de confiance. On commence par le petit 1, estimation ponctuelle. Donc dans cette partie, la proportion P,
Vous voyez P comme ici, par exemple. P, on la connaissait. C'était 0,097. Pour pile ou face, c'était 50%. Pour le supermarché, c'était 70%. Bah, dans ce paragraphe, P, ce sera malheureusement inconnu. Et le but, ce sera de l'estimer. C'est pour ça qu'on dit une estimation. On va parler d'intervalle de confiance. D'accord? Donc là, on ne connaît pas la proportion. Donc c'est comme si, enfin je vous explique comment ça va fonctionner les exemples après. C'est comme si j'aimerais bien, j'en sais rien, j'ai créé un produit, j'aimerais bien le vendre et savoir si en France les gens vont l'acheter ou non. Donc ce que je vais faire, c'est estimer la proportion de personnes qui l'achèteraient plus tard. Donc pour ce faire, je vais voir un échantillon de personnes, une taille N pareil, je vais voir, j'en sais rien moi, je connais 150 personnes par exemple, et sur ces 150 personnes qui testent mon produit que j'ai créé, il y en a par exemple 110 qui vont, enfin, ils disent si le produit était en supermarché, ils l'achèteraient. D'accord? Donc ça va constituer une certaine proportion, ça. D'accord? Mais une proportion qui fonctionne sur 150 personnes. Vous voyez? Et donc j'aimerais savoir à peu près, donc estimer une proportion sur toute la France. Et ça va être le but de cette partie-là. D'accord? Bon, il y a l'énoncé, le cours, etc. Ça a l'air compliqué. Je préfère vous donner des exemples. D'accord? Bon, je vais quand même le lire avec vous. Donc, soit f est une variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire quelconque de taille n d'une population donnée, associe la fréquence f du caractère étudié. Donc, si par exemple on s'intéresse, j'en sais rien moi, à un produit que j'ai créé, je ne sais pas, un produit qui rend joli par exemple, même si c'est pas possible, bon bref, je plaisante. Et donc la fréquence f, ça sera, j'en sais rien, sur ces 150, ça sera par exemple 110 sur 150, ça sera ça la fréquence f. Et donc une estimation ponctuelle, donc une estimation sur mon échantillon, de cette proportion P et la réalisation f de la variable fn. Bon, ça a l'air compliqué, je vous l'explique avec un exemple. C'est parti. Alors, sur 980 conducteurs français interrogés, j'en ai 850 qui sont prêts à utiliser ce qu'on appelle des biocarburants. Donc là, déjà, on voit qu'on a un échantillon de taille 980, parce que je vais voir 980 conducteurs. Parmi ceux-là, j'en ai 850 qui disent oui. Donc il y en a d'autres qui disent non. Donc les 130 restants, on s'en fiche. Nous, on s'intéresse à ceux qui disent oui, par exemple. D'accord? Alors, une estimation ponctuelle de cette proportion P que je cherche est F égale, donc c'est la fréquence, en fait. Ça, c'est un calcul que vous allez faire. F, ce sera donc 850 divisé par 980. Donc, je vais faire 850 sur 980. Bah, ça fera environ 0,867. Donc, 86,7% environ. Donc, si moi, je crée un produit et je sais, par exemple, sur 980 personnes que ce produit s'achèterait à environ 86,7%, je m'estime un peu heureux, parce que c'est pas mal quand même, on n'est pas loin des 90% de vente, vous voyez, c'est pas mal. Mais ça, c'est ponctuel, c'est sur 980 clients, enfin 980 conducteurs. Moi, j'aimerais bien élargir ça sur toute la France, par exemple. Enfin, je donne un exemple. Ok? Pour ça, on a besoin du petit 2, ce qu'on appelle un intervalle de confiance. D'accord? Donc le petit 1, c'était juste rappeler comment calculer une fréquence. Sauf que ici, on va l'appeler une estimation ponctuelle. Ponctuelle parce que ça sera sur un échantillon. C'est comme si j'ai un mini-point, c'est mon échantillon, c'est petit rang. Et la France, ça sera tout ce carré-là. Enfin, c'est un hexagone en vrai, mais c'est un exemple. D'accord? Donc c'est pour ça que je parle maintenant d'intervalle. Bon, l'intervalle, heureusement, il est beaucoup plus court que l'autre, il est beaucoup plus petit que l'autre, on va dire. D'accord? Et c'est un intervalle de confiance. Donc en gros, cet intervalle, il va me donner une certaine confiance pour la proportion P que j'aimerais estimer. Donc P, je rappelle encore une fois, c'est la proportion globale sur toute la France. D'accord? Donc F, c'est la petite fréquence que j'ai calculée, comme ici, sur mon échantillon à moi. Et j'aimerais savoir, P, elle s'estime à combien? P, c'est la proportion sur toute la France. D'accord? Donc F, c'est l'échantillon. P, c'est toute la France. D'accord? Alors pour avoir P, ben, on dira que P sera comprise entre ce nombre-là et celui-ci. On donnera un exemple. On va donner un exemple. Donc je vais reprendre l'exemple précédent. L'exemple précédent, c'est celui-là. Donc j'ai calculé ma fréquence. Je sais qu'elle fait 0,867 environ. Et d'ailleurs, vérifiez les calculs. Hein. Si, ça a l'air bon. Et du coup, je vais calculer les bandes de cet intervalle de confiance. Je vais faire f moins 1 sur racine de n. N, pour nous, c'était
980. Donc je vais remplacer n par 980, f par 0,867. Voilà. Vous faites les calculs, donc 0,867 moins 1 divisé par racine de 980, point virgule, 0,867 plus 1 divisé par 0,980. Et j'obtiens cet intervalle-là. Ce qui veut dire que la proportion des conteneurs français prêts à utiliser ces biocarburants sera comprise entre 85,3 et 89,9%. D'accord? Donc sur toute la France, je serais sûr à 95% que si je vendais ce produit-là, par exemple, il se vendrait entre 85 à 85,3% jusqu'à 89,9%. Donc j'aurais une proportion comprise entre les deux. Vous voyez? Qui est quand même, enfin, qui est un intervalle quand même avec une amplitude assez grande. Il y a une différence quand même de 4,6% ici. Donc c'est pas survoyé à 100%. Donc il y a quand même un petit décalage. Bon, c'est ça l'intervalle de confiance. Mais ce qui est bien, on peut jouer aussi sur cette amplitude. On peut vraiment avoir un intervalle plus petit, plus resserré si vous préférez. C'est pour ça que je vous donne cette remarque. Donc la longueur de l'intervalle de confiance, ça sera toujours égal à 2 sur racine de n. Pourquoi? La longueur, ce sera ça moins ça. Par exemple, si je vous dis la longueur de l'intervalle 5, 7, vous me direz, il a une longueur égale à 2. Pourquoi? Parce que je fais 7 moins 5. 7 moins 5, ça fait 2. Donc là, si je fais ça moins ça, donc les f vont s'annuler, et 1 sur racine de n moins 1 sur racine de n, bon, ça fera 2 sur racine de n. Donc la longueur de l'intervalle de confiance fera toujours 2 sur racine de n. Et du coup, cette longueur va me permettre de déterminer la taille minimale de l'échantillon pour avoir une certaine précision. Donc si je veux être plus précis que ça, bah, je vais jouer sur la longueur de l'intervalle de confiance. Vous voyez? Mais pour jouer sur la longueur de l'intervalle de confiance, je vais voir un certain nombre de personnes plus grand. Alors je donne un exemple. Donc si je reprends l'exemple précédent avec les biocarburants, là, et j'aimerais avoir une précision inférieure à 1%. Vous voyez, une précision, comme ici, par exemple, ma précision était de 4, on a dit combien? 4,6%, la différence entre ça et ça. Donc là, j'aimerais bien avoir une précision plus petite que 1%, ça veut dire vraiment un truc plus précis. Donc je vous donne une indication, vous allez avoir une longueur du coup inférieure à 1%, 1% c'est 1 sur 100, et donc si je résous cette inéquation-là, ça me donnera la taille n, à partir de laquelle j'aurai une bonne information. Donc alors, par contre là, ce sera des maths, donc je vais vous rappeler comment résoudre ça. Le but c'est d'avoir n, pour l'instant n il est au dénominateur, donc le but c'est mieux de l'avoir en haut, donc ça reviendra à inverser cette fraction, et donc si j'inverse à gauche, je vais devoir aussi inverser à droite, et quand on inverse, on utilise la fonction inverse, qui est strictement décroissante, donc il va falloir changer le sens. D'accord? Tout ce que vous retenez, vous, c'est que si j'inverse là, et j'inverse aussi au milieu, si vous voulez. Donc j'inverse 2 sur racine de n, ça devient racine de n sur 2, c'est ce que j'ai écrit. 1 sur 100, ça devient 100 sur 1, et le plus petit devient plus grand. C'est comme ça que ça marche mathématiquement. Alors le 100 sur 1, ça fait 100, et donc si je veux avoir racine de n tout seul, il va falloir annuler le divisé par 2. Pour annuler le divisé par 2, on fait x2 des deux côtés, et donc on obtient racine de n supérieure à 200. Donc si je veux n, je rappelle, n c'est le nombre de personnes, il va falloir annuler la racine carrée. Pour annuler la racine carrée, il va falloir élever au carré les deux côtés. Comme ce sont deux nombres positifs, on garde le même sens de l'inégalité. Et donc on obtient racine de n au carré, la racine carrée, le carré s'annule, donc il va me rester n, supérieur à ça au carré, ça fait 40 000. Donc en gros, si je prends un échantillon de 40 000 conducteurs au moins, je sais que j'aurai donc une précision qui sera de 1%, enfin de 1% au maximum en plus. Donc j'aurai plus de précision sur mon intervalle de confiance. Donc je saurai plus à quelle proportion les biocarburants se vendraient par exemple en France. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'arrête là. Au revoir à tous.